qui est intéressant, qu'on voit très nettement dans le plan IA et qu'on voit aussi dans le plan quinquennal, c'est que la Chine, en fait, elle veut devenir première puissance mondiale par diffusion de l'IA dans son économie. C'est ça son plan. La Chine, elle dit, en fait, je vais plus favoriser mon effort dans la science fondamentale. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur le développement d'applications à partir d'IA et je vais faire diffuser de façon colossale l'IA à la fois dans la société et dans l'économie. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Aujourd'hui, l'idée avec toi, parce que c'est ton champ d'expertise, c'était d'un peu mieux comprendre le système d'innovation chinois et son rôle dans la montée en puissance de la Chine comme acteur majeur de l'IA. Avant de commencer, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, peut-être retracer un peu ton parcours et l'angle que toi tu prends pour regarder, étudier les politiques technologiques chinoises et peut-être dire aussi en quoi le fait que toi, tu aies grandi en Chine, ça change éventuellement la perspective que tu as, la compréhension que tu as et puis aussi l'accès à des sources, j'imagine en langue chinoise donc ça te donne peut-être une plus grande profondeur de champ, si je peux dire, sur le sujet? J'ai un parcours en France qui est assez classique. J'ai fait Sciences Po et ensuite j'ai fait une thèse sur la Chine, en fait, à l'Institut universitaire européen qui est à Florence, en Italie. Ensuite, j'ai travaillé pour le gouvernement français, d'abord au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et ensuite au ministère des Armées, où je travaillais spécifiquement sur la Chine et les coopérations chinoises, à la fois économiques et scientifiques et technologiques. En fait, c'est ce qui différencie un petit peu mon parcours d'autres parcours, c'est que effectivement, j'ai grandi en Chine, j'y ai passé 8 années enfant, entre 7 et 15 ans. Et en fait, du coup, j'ai appris le chinois, j'ai été scolarisée pendant plusieurs années dans une école chinoise, donc j'ai été vraiment intégrée à ce système. J'ai appris le mandarin. Et j'ai vu à quoi ressemblait la Chine, à comment ça fonctionnait et comment ça ne fonctionnait pas aussi. Et en fait, je dirais que ma perspective aujourd'hui, c'est la perspective de quelqu'un qui a vécu dans ce système-là et du coup qui a un peu une connaissance fine du fonctionnement de cette société, mais aussi de son système administratif. Et en fait, du coup, moi, si tu veux, souvent, ce que je vais reprocher à des chercheurs, des experts de la Chine qui n'ont pas vécu en Chine, c'est le fait que quand Xi Jinping dit quelque chose, il pense que ça va se réaliser. Alors que moi, ce que je vois, hein, c'est que quand Xi Jinping dit quelque chose, il y a encore tout un tas d'étapes avant que ça se réalise et tout un processus, en fait, et tout un tas d'obstacles qu'il va falloir surmonter pour que l'objectif de Xi Jinping soit réalisé. Et en fait, du coup, j'ai beaucoup moins de tendance à prendre les écrits du parti comme argent comptant. Et moi, par exemple, le nerf de la guerre, pour moi, c'est ce qui se passe au niveau provincial. C'est-à-dire que la Chine, c'est vraiment un pays qui fonctionne comme une fédération, beaucoup plus que comme un État unitaire. Et donc, du coup, en fait, c'est les provinces qui sont actrices des politiques publiques que Xi Jinping veut mettre en place. Donc, du coup, si les provinces contestent, si les provinces sont pas d'accord, si les provinces n'ont pas envie, parce que souvent elles n'ont pas envie, et ben du coup, en fait, ça peut retarder. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent avant que une initiative centrale soit mise en place. Donc, du coup, je dirais que la perspective de quelqu'un qui a grandi en Chine, c'est d'avoir eu une expérience de première main, en fait, de ce système-là. Et aussi de savoir que quelque part, il y a tout un tas de couches et d'obstacles dans la réalisation des politiques publiques en Chine. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un enjeu un peu culturel. Enfin, en fait, le fait que tu aies vécu là-bas et tu été imprégné dans cette culture chinoise, ça te donne des éléments de compréhension qu'un occidental, par exemple, comme moi, qui n'a jamais vécu là-bas, n'a pas forcément. Et donc, quand je reçois des informations, je vais peut-être l'interpréter d'une façon qui m'est propre, mais qui n'est pas forcément celle dont ça va se passer en Chine. De ton point de vue, au-delà de ça, tu vois, c'est quoi les deux, trois, quatre grands éléments culturels à avoir en tête si on veut, et on va parler innovation, on va parler IA, tu vois, comprendre un peu mieux les déclarations, les stratégies qui sont mises en place et pour éviter peut-être d'avoir un biais ou un prisme trop occidentalo-centré?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est une culture différente, c'est une culture qui fonctionne sur ses propres bases, c'est une culture qui est très, très éloignée de la nôtre. Quand on va en Chine pour la première fois, on a vraiment un choc culturel, c'est clair. Pour autant, moi, je fais partie des gens qui pensent que justement l'aspect culturel, il a tendance à être surperçu. C'est-à-dire, en fait, je pense que la Chine et les pays, occidentaux, que c'est l'Europe, enfin les pays européens, les États-Unis, on est tout à fait en capacité de se comprendre. Je pense que ce qui pose problème, c'est que la Chine, elle a un intérêt stratégique, en fait, à faire comme si on ne se comprenait pas. Et donc du coup, souvent, c'est elle, hein, qui met en avant, cette différence culturelle en disant, que voilà, on quelque part, bah, cette différence culturelle, elle est indépassable. Et en fait, finalement, fondamentalement, on ne se comprendra jamais. Et ça, moi, je pense fondamentalement que c'est faux. Je pense qu'il y a des problèmes souvent dans l'application. Enfin, par exemple, quand on parle en termes de business, quand on a des business qui vont en Chine, là, il va y avoir des problèmes culturels. Effectivement, parce qu'en fait, la relation humaine ne fonctionne pas exactement sur les mêmes bases que la relation humaine dans les pays occidentaux. Mais pour autant, d'État à État, pour moi, c'est pas pour ça qu'on peut pas se comprendre. Pour moi, il y a pas de définition culturelle qui fait que la Chine fait ce qu'elle fait pour des raisons culturelles. Pour moi, il y a des ambitions chinoises qui sont les ambitions d'un État, on pourra en parler juste après, mais qui sont pas d'ordre culturel. Après, il y a des éléments très forts dans la relation interpersonnelle qui là sont très différentes. Par exemple, en Chine, c'est assez mal perçu, par exemple, d'être confrontationnel. C'est perçu comme n'allant nulle part. Et en plus de ça, il y a une image de soi qu'on appelle la miens ou la face qu'il faut sauver en Chine. Et en fait, du coup, on met jamais quelqu'un devant ses contradictions, par exemple, parce que ça risque de lui faire perdre la face. On dit jamais non de façon confrontationnelle à quelqu'un. Donc, du coup, dans une relation business, en fait, le fait que bah, la partie chinoise ne dise jamais non clairement, ça pose des problèmes dans une relation, par exemple, pour créer un contrat avec une entreprise européenne. Mais à mon sens, ces éléments-là, quelque part, ils sont assez c'est pas futile parce que ça a un impact, sur le fonctionnement au jour le jour, mais en soi, c'est complètement dépassable. Pour moi, l'ambition chinoise qui détermine aujourd'hui ses politiques scientifiques et technologiques, c'est le fait qu'elle souhaite devenir première puissance mondiale devant les États-Unis. Et ça, quelque part, c'est une ambition très humaine, très internationale, qui est partagée par d'autres gros États, en fait. Donc, du coup, je dirais pas que cet élément culturel, il est absolument, fondamental. Après il y a une base culturelle dans la façon dont la Chine est organisée et donc du coup, le pays est obligé de fonctionner avec ça. Ça, c'est sûr. Typiquement, la Chine vraiment, même si elle se dit unitaire, c'est une fédération et ça, c'est une organisation qu'elle a quelque part choisie au cours du temps et qui est héritée des temps, passés et qui est quelque part un peu culturelle mais aussi qui est lié à ses propres contraintes. C'est un pays qui est extrêmement grand, donc du coup, la gouvernance, quelque part, elle est obligée de se relocaliser. C'est tout à fait logique par rapport à ces contraintes physiques. Mais je dirais pas que le facteur fondamental, c'est un facteur culturel. La question pour prolonger ça que j'avais, c'était dans le travail que tu mènes, forcément, tu utilises pas mal de sources chinoises. Alors, tu me diras, mais j'imagine beaucoup de sources ouvertes, qu'elles soient en langue chinoise, en anglais. La question au double que j'avais, c'est est-ce que déjà les sources chinoises sur tous ces sujets technologiques, elles sont fiables? Enfin, voilà, est-ce que c'est une source sur laquelle on peut s'appuyer et qui reflète dans une certaine mesure, il y a toujours un enjeu de cacher certaines choses, mais c'est pas propre à la Chine. Mais est-ce que c'est une documentation sur laquelle on peut s'appuyer? Et la deuxième chose, c'est dans quelle mesure le fait d'avoir accès à des sources en langue chinoise est un avantage ou permet une meilleure compréhension de ce qui se passe? Parce que si on prend les États-Unis, par exemple, c'est en langue anglaise, donc globalement, c'est quand même beaucoup plus accessible que de la documentation en chinois ou en russe, si on prend un autre pays, par exemple. En fait, moi, je travaille comme énormément de mes collègues, quasi uniquement en source ouverte. Donc, du coup, ça veut dire la source disponible sur l'internet chinois. Et sur la science et la technologie, il y a des choses, mais pour être honnête, il y a de moins en moins de choses. C'est-à-dire que moi, je vois vraiment la fermeture d'une fenêtre sur ces questions-là. Et il n'y a pas que moi qui le vois, hein. La plupart de mes collègues te diront la même chose, c'est qu'on voit que sur les sujets un petit peu sensibles du gouvernement et qui n'ont pas trait, en fait, au quotidien
de la vie des Chinois, donc du coup qui peuvent être utiles à tout un chacun en Chine. Donc par exemple les données économiques, les plans économiques provinciaux, par exemple les politiques publiques de l'emploi, ce genre de choses. On va trouver des données en source ouverte quasiment sur toutes les provinces, mais aussi au niveau central. Et ce qu'on observe sur la science et la techno, qui est un sujet quand même qui est beaucoup administré à partir du central, on voit qu'il y a eu de moins en moins de documents accessibles. Par exemple, pour te donner un exemple très concret, tous les 5 ans, la Chine planifie son économie et elle fait un plan quinquennal qui est sorti là au mois de mars. Et en fait, les plans quinquennaux sont ensuite développés dans des plans quinquennaux thématiques. Donc, ça veut dire qu'on a un plan quinquennal général pour l'ensemble de l'économie chinoise et après, on a un plan quinquennal sciences et technologies. En fait, ce plan quinquennal n'est pas accessible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de façon centralisée toutes les données sur la science et la techno. Donc, combien ils dépensent, combien ils subventionnent, enfin, ce genre de choses, on n'a pas. Donc, ça veut dire qu'il faut après soit utiliser les journaux, parce que souvent les journaux ont accès, eux, à cette donnée-là. Donc, du coup, ils vont dire, mais de façon parcellaire, bah, la Chine, elle a investi tant dans l'IA, elle a investi tant dans la robotique. Voilà. Donc, du coup, on va trouver des données, mais on n'a pas, en fait, vraiment la planification économique du domaine sciences et technologies. Et ça, c'était déjà le cas pour le plan précédent, le plan qui allait de 2021 à 2026. Oui, alors le domaine militaire, il y a pas, voilà, mais ça, il y a sur rien du tout, enfin très très peu de choses. Ça paraît assez évident. Par contre, pour l'IA, pour le coup, il y a des plans IA qui sont. Le plan IA chinois est visible, hein, j'ai lu hier. Donc, du coup, c'est clairement un plan qui est consultable. Il n'y a aucun chiffre dans ce plan IA. La seule chose qu'on voit, c'est quelles sont les ambitions chinoises dans l'intelligence artificielle et comment elle compte y parvenir. Mais on n'a pas enfin, comment elle va subventionner, ce qu'elle va subventionner spécifiquement. En fait, c'est vraiment très, très général. Et quelque part, du coup, ça donne pas les coulisses de l'IA. On n'a pas les coulisses vraiment de comment la Chine va financer, comment elle va faire. Et donc, du coup, ça, en général, comme elle doit le considérer comme moins problématique, moins risqué que, par exemple, un plan quinquennal sciences et technologies, en sachant que le plan quinquennal sciences et technologies, de façon inhérente, il a un volet militaire. L'IA aussi, hein. Mais le plan IA+, qui est le plan qui a été pour l'IA qui a été sorti par la Chine en 2025, il parle que du civil. Pour rebondir sur ce que tu dis, alors tu disais, tu l'as lu, hier, donc c'est quoi peut-être les grands alors, tu dis qu'il y a pas de chiffres ou c'est des choses un peu macro. C'est quoi les peut-être les deux trois choses qui toi t'ont marqué, dans ce que tu as pu lire sur la trajectoire ou peut-être les secteurs sur lesquels ils veulent, ou les modalités de mise en œuvre? Ce qui est intéressant, qu'on voit très nettement dans le plan IA et qu'on voit aussi dans le plan quinquennal, c'est que la Chine, en fait, elle veut devenir première puissance mondiale par diffusion de l'IA dans son économie. C'est ça son plan. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, jusqu'à Trump, hein, parce que depuis Trump, c'est plus compliqué à évaluer, mais jusqu'à Trump, l'objectif des Américains, c'était d'être les premiers sur la technologie de rupture qui allait changer le monde. En fait, c'était une logique, une ambition de première puissance mondiale qui est différente de la nouvelle ambition chinoise. Donc, pour te donner une idée, avant, on disait l'État qui arrive à sortir la technologie de rupture, c'est l'État qui est la première puissance mondiale. Donc ça, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que, en fait, on va énormément investir dans ce qui donne de la technologie de rupture. Ce qui donne de la technologie de rupture, c'est ce qu'on appelle la science fondamentale. Donc, ça veut dire la science qui n'est pas rentable. La science fondamentale, pour 100 euros dépensés, on a 1 euro de rentabilité. Donc, c'est très, très peu rentable. Mais c'est vrai que c'est la science fondamentale qui sort, en fait, les plus grandes, comment dire, les plus grandes avancées technologiques. Et donc, du coup, quelque part, ce qui se passait pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, hein, dans une certaine mesure, c'est qu'on investissait de façon très importante publiquement dans la recherche fondamentale parce que quelque part, ben, c'est pas rentable, donc aucune entreprise va vouloir investir là-dedans. Et les entreprises, elles investissent dans la R&D appliquée. En gros, enfin, la logique des rôles, c'était à peu près ça. Ça a plus ou moins fonctionné, mais globalement, c'est l'idée. La Chine, elle dit, en fait,
Je vais plus favoriser mon effort dans la science fondamentale. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur le développement d'applications à partir d'IA et je vais faire diffuser de façon colossale l'IA à la fois dans la société et dans l'économie. Et c'est ça, en fait, qui va me faire devenir première puissance mondiale. L'IA, c'est un énorme accélérateur. Et donc, du coup, en fait, la Chine, elle estime elle va pouvoir, par exemple, dans son système manufacturier, produire à bien moindre coût et beaucoup plus vite. Elle pense aussi régler ses propres problèmes internes. Par exemple, la Chine a un taux de natalité qui est catastrophique, donc elle s'attend à ce qu'elle ait un problème de recrutement d'humains, hein, tout simplement. D'ici 10 à 15 ans, ben, en fait, elle va mettre des robots humanoïdes avec de l'IA embarquée. Enfin, en fait, sa logique, c'est celle-ci. Ce qui est intéressant, je trouve, dernièrement, c'est que dans le dernier plan quinquennal, elle était en train d'essayer de faire comme les États-Unis. C'est-à-dire que elle savait, par exemple, qu'elle investit peu dans la science fondamentale et c'était un de ses objectifs de rattraper son retard d'investissement dans cette science. Le nouveau plan quinquennal, il dit plus du tout ça. Il parle plus de science fondamentale. Le nouveau plan quinquennal, il dit, en fait, nous, on va se concentrer sur 5-6 technologies clés et on va essayer d'être complètement indépendant dans à la fois le, comment dire, la base de cette technologie en termes de propriété intellectuelle, mais aussi en termes de matériaux pour la faire fonctionner. Donc, je pense par exemple typiquement aux semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Donc, du coup, elle veut à la fois avoir une souveraineté complète sur la chaîne d'approvisionnement, sur la supply chain, et aussi maîtriser ces technologies. Mais du coup, elle va mettre une grande partie de son argent sur un petit nombre de technologies qu'elle considère comme centrales au fonctionnement en fait de son système. Et ce que je trouve intéressant vraiment dans la logique chinoise, c'est vraiment l'imbrication entre le scientifique, le technologique et l'industriel. C'est-à-dire que pour elle, en fait, c'est vraiment un continuum et il n'y a pas du tout de logique, comment dire, comportementalisée. La science, c'est ce qui permet d'innover. Ce qui permet d'innover, ça nous permet d'être les meilleurs sur le plan industriel. J'aimerais bien peut-être que tu puisses continuer un tout petit peu là-dessus. Tu as parlé rapidement, mais sur ce système d'innovation chinois, qui est ton domaine d'expertise, peut-être comment il fonctionne et en quoi peut-être, alors ça je sais pas, tu vois, il est différent de ce qu'on peut voir aux US, mais aussi en Europe, que ce soit en termes d'acteurs, de logique. Tu parlais de l'imbrication entre recherche et entreprise. Voilà, c'est quoi un peu les grands traits caractéristiques de ce système d'innovation? Ce qui est assez intéressant dans le système d'innovation chinois, et à nouveau, hein, il est en train d'évoluer, puisqu'on voit qu'il y a des nouveautés vraiment dans le nouveau plan quinquennal. Et là, on a vraiment un système qui est en train de se constituer, qui est un système assez unique. Ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement basé sur la planification et assez peu basé sur l'incitation. Nos systèmes à nous sont, nous, notre objectif, c'est quand même d'impliquer énormément les entreprises dans notre effort financier en recherche et développement, en R&D. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met des incitations fiscales ou autres, hein. La plus connue, c'est le crédit impôt recherche, hein, qui aujourd'hui a été arrêté, mais qui potentiellement va revenir. Enfin, c'est, c'est des incitations, en fait. L'objectif, c'est on veut que les entreprises viennent avec nous, mais on veut pas les y obliger. Et ça, c'est la même chose aux États-Unis. Il y a des incitations fiscales, souvent, mais il n'y a pas d'obligation. Là, ce qu'on voit côté chinois, c'est une planification. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà tout un tas de programmes en place. Donc, le plus connu, c'est le programme de développement de haute technologie nationale. Il y a un deuxième plan qui est en fait un plan de moyen long terme de la science et de la technologie. Celui qui est en cours, c'est celui qui fait 2021-2035. Donc, c'est quand même des plans, tu vois, sur 15 ans. Et en fait, là, dans ces plans-là, la Chine, elle dit, bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous développiez telle innovation. Pour développer telle innovation dans différents secteurs, je vais avoir besoin de ci, ça, ça. J'ai des laboratoires clés pour chacun de ces secteurs qui vont recevoir de l'argent, qui vont pouvoir embaucher, qui vont pouvoir avancer, en fait,
pour aboutir à cette innovation. En fait, il cherche à planifier l'ensemble de la chaîne de TRL. Je ne sais pas si tu vois le TRL, Technology Readiness Level. Donc, de 1 à 3, en gros, on est en sciences fondamentales. Ça va jusqu'à 9. Et 9, c'est quand on met, par exemple, une application ou une technologie sur le marché. La Chine, elle s'intéresse assez peu au TRL 1 à 3. Elle estime qu'elle peut le prendre dans la littérature internationale, donc ce que les autres financent, par exemple les États-Unis, l'Union européenne, voilà. Elle prend ça et en fait, elle essaye de leur faire franchir très rapidement les TRL pour pouvoir être mis sur le marché. C'est ça son focus. Et en fait, du coup, elle, son focus, sa finalité, elle est industrielle. C'est-à-dire qu'elle va pas juste se dire: «Ah ben j'ai sorti la technologie, je l'ai sortie en premier, donc voilà». Non, son objectif, c'est de prendre la technologie, de l'insérer partout, en fait, et de faire une espèce de super société et en plus de ça, d'un point de vue industriel, de pouvoir être hyper efficace, sur la production pour pouvoir ensuite être les premiers à la mise sur le marché, que ça soit en interne et en externe, à l'export également. Par rapport à ce que tu décris sur le fait, enfin, de moi, ce que je comprends de la Chine qui oriente ses investissements, ses efforts plus en haut de la chaîne, c'est-à-dire, enfin, sur, tu parlais de TRL, mais en tout cas sur la partie plus application, industrialisation et moins recherche fondamentale. On a quand même eu, alors si on s'intéresse au modèle d'IA, c'était ouais, début 2025, donc on a beaucoup parlé de DeepSeek, où il y a des gros labos, notamment américains, qui ont quand même eu un petit coup de chaud. Certains qui parlaient de moment Spoutnik dans le fait que bah, la Chine, alors selon avec des chiffres dont on peut contester la véracité, mais en tout cas avait cette capacité à produire. Là pour le coup, c'est, alors je sais pas si c'est de la science fondamentale, mais t'es quand même sur de la recherche appliquée. Ce que je comprends, c'est que tu as un regard un peu plus nuancé par rapport à ça. Et en même temps, là, on est quand même sur de la recherche, tu vois? Donc, comment tu relis ce travail-là qui a été fait, par exemple, par DeepSeek, qui est une entreprise privée, si je dis pas de bêtises, au plan que tu décris et c'est à cette volonté chinoise de s'orienter plutôt vers l'industrialisation? Est-ce que c'est quand même de se dire, globalement, on est plus sur l'industrialisation, mais on se laisse quand même la possibilité de faire des découvertes, quoi? Bien sûr, alors, enfin, c'est un très gros pays, hein, donc il y a pas 0 € qui vont à la recherche fondamentale, hein, soyons d'accord. Moi, je schématise pour que ça soit bien compris ce que je dis, mais la Chine ne dépense pas 0 € en sciences fondamentales. Par contre, si tu veux, ça va pas sortir sur la biologie, ça sort sur l'IA. Tu vois? C'est pas ça veut dire que l'argent, même dans la science fondamentale, il va à des secteurs qui intéressent spécifiquement la Chine. Et souvent, ce qu'on va reprocher au système chinois de sciences, c'est qu'il y a 2 types, enfin, en tout cas jusqu'au dernier plan, hein, parce que là, les choses, elles changent quand même assez radicalement. Il y avait des investissements, hem, de l'État central, mais il y avait aussi des investissements des provinces. Les provinces, faut savoir qu'en Chine, elles se livrent une guerre vraiment sanglante, et notamment en termes de concurrence. En fait, c'est vraiment très, très fort. Quelle sera la province qui va le mieux réussir en IA, qui va sortir le plus d'entreprises? Il y a une concurrence en sciences et techno qui est très importante, tout simplement parce que l'État central met l'accent là-dessus. C'est-à-dire que Xi Jinping, la science et la technologie, c'est le cœur de son plan. Pour lui, la science et la technologie, c'est ça qui va permettre à la Chine d'être supérieure militairement, c'est ça qui va permettre à la Chine d'être supérieure économiquement, et c'est ça aussi qui va permettre à la Chine, en fait, de présenter un modèle plus attractif à ses citoyens que les modèles européens et américains. Donc, en fait, il met quelque part tous ses jetons sur la science et la technologie. Et ça se ressent en fait quand ça redescend vers les provinces. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, les provinces, elles ont des objectifs chiffrés pour voir qu'elles sont bien administrées. On va leur dire, ben, il faut que vous fassiez tant de croissance par an. Il faut qu'il y ait tant d'entreprises, de startups IA qui sortent, voilà, de vos écosystèmes locaux. Enfin, voilà, c'est ça qui se passe. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent de gaspillé. Pour se faire bien voir, parce qu'il faut savoir que le système provincial, il est très important en Chine aussi parce que le fait d'être président d'une province et d'avoir des bons résultats, c'est ça qui va vous permettre de monter ou alors de partir dans les oubliettes du parti. Donc, quand une personne est à la tête d'une province, elle va vraiment tout faire pour que ça se passe bien.
les éléments économiques, les évaluations économiques sont celles qui priment pour le moment. Et donc, du coup, typiquement, ben voilà, les questions sciences et technologie, est-ce qu'on est une, comment dire, une province qui est accueillante pour les entreprises d'IA? Est-ce qu'on dépense assez pour avoir des entreprises à nous qui vont devenir des champions nationaux? Ça, c'est un cœur de sujet. Et à mon sens, le vrai sujet de DeepSeek, c'est ça. C'est la concurrence interprovinciale, en fait. Beaucoup plus que une compétition internationale, dans le sens où la Chine, une fois que, bah, elle a vu que DeepSeek, elle avait réussi, bah, bien sûr, super. Elle l'a mis en avant. Mais en fait, si tu veux, le vrai sujet, à mon sens, c'est dans cette compétition et le fait que les provinces ont, certaines provinces, hein, pas toutes, mais ont dépensé énormément d'argent pour voir sortir un DeepSeek. Et aujourd'hui, enfin, la Chine, clairement, dans son nouveau plan quinquennal, elle remet en cause ce système, hein. Donc, ça veut dire que elle estime que c'est pas efficace, ça marche pas. Par exemple, il y a toute une question des data centers et du cloud en Chine pour la question de l'IA qui veut être revue par l'État central. Parce que ce que faisaient les provinces, c'est qu'elles étaient quand même attirées par l'appât du gain, vu qu'il y a d'énormes dépenses de sciences et technologies, particulièrement en IA en Chine. Elles voulaient en fait attirer ces investissements. Et donc, du coup, ils ont créé tout un tas de data centers, des clouds par-ci, par-là, partout. Et du coup, c'est devenu complètement inefficace dans le sens où les entreprises, la plupart des entreprises, avaient des besoins qui n'étaient pas en adéquation en fait avec ce que proposaient les provinces. Et donc, ce dans quoi les provinces avaient investi massivement. Donc, ce qu'on voit dans le plan quinquennal par rapport à l'IA, c'est une reprise de pouvoir de l'État central sur le cloud, une reprise de pouvoir de l'État central sur les data centers. Et donc, du coup, une logique vraiment que de dire, bah, en fait, c'est plus les provinces qui vont, par exemple, donner du temps de compute, je sais pas trop comment on dit, du temps de calcul, c'est plus les provinces qui vont le faire, c'est l'État central qui va le faire via deux entreprises de cloud que tout le monde connaît, qui sont Alibaba et Huawei, hein, en gros. DeepSeek, quelque part, à mon sens, ce qu'il a, donc ça a permis, enfin, c'est super pour DeepSeek et c'est super pour l'image de la Chine qui a fait un petit électrochoc aux États-Unis. Très bien. Mais je pense que ça, la Chine s'est dit, OK, alors là, c'était pas prévu, c'est pas exactement ça qu'on veut, et on voudrait en fait justement pouvoir choisir les entreprises qui vont émerger, pouvoir leur donner plus d'argent, pouvoir par exemple leur donner plus de capacité de calcul si on a envie. Et en fait, ils veulent plus gérer ça en centrale. Pour moi, le vrai sujet de DeepSeek, en tout cas vu de Chine pour la Chine, c'est celui-là. Après, je pense que le problème de comment dire, de DeepSeek et ce que ça a révélé, c'est que on n'est pas en capacité d'évaluer les capacités chinoises, scientifiques et technologiques. Et ce que ça révèle aussi, c'est une forme de mépris intégré. C'est-à-dire qu'on part quand même du principe que la Chine a énormément de retard. Alors qu'en fait, enfin, moi, ça fait quelques années que je travaille sur ce secteur-là et que les gens qui travaillent vraiment dans l'IA, ils disent que la Chine, elle est vraiment pas si loin, en fait. Je pense que c'est une question de perception. Pendant très longtemps, on a entendu le discours qui disait que un régime autoritaire, aussi répressif que la Chine, n'était pas en capacité, d'innover. Et en fait, clairement, en fait, elle y arrive. Par rapport à DeepSeek, et j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus, mais en tout cas, l'interprétation que moi j'ai pu lire ou voir où DeepSeek, ils ont, enfin DeepSeek et d'autres entreprises et d'autres modèles derrière sur l'IA générative, une approche open source, open weight. Alors, j'imagine qu'il y avait une logique un peu de concurrence frontale sur les gros labos américains, mais je trouve il y a un côté, en tout cas, paradoxal entre ce que tu décris sur, bah, moins d'accès aux données, sur, ce que fait la Chine, un côté un peu fermeture que tu décris et en même temps typiquement sur l'IA générative où enfin, ce que je où la Chine serait le parangon ou un petit peu le chantre de l'open source, dans l'IA générative. Est-ce que c'est enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un côté comme sur DeepSeek, ce que tu décris où, alors bien sûr ils ont mis de l'énergie mais c'était pas un accident parce que ce serait pas le bon terme, en tout cas c'était quelque chose qui était pas prévu et un côté un peu imprévu. Est-ce que là, c'est pareil, oui, c'est un peu de l'opportunisme, où il y a une vraie stratégie délibérée de se dire, on croit à l'open source, et en plus, si ça peut mettre en difficulté nos concurrents américains, on est content, quoi.
Alors, je pense qu'il y a ça. Je pense que l'open source en IA, elle présuppose pas, par exemple, elle n'est pas contradictoire avec la question de la censure. DeepSeek, si on regarde ce qu'elle dit, on se rend compte que c'est un discours qui va très très bien en fait avec l'État chinois, hein. Donc, du coup, c'est cohérent, ça marche. C'est pas parce qu'on est open source en fait qu'on est démocrate ou vert ou libéral, hein. Je pense que ce qui est intéressant pour la Chine dans ce type d'IA, c'est qu'elle est plus facilement adoptable par d'autres. Et en fait, elle voit l'adoption de ces technologies comme un avantage qu'elle a sur ses partenaires. Donc, par exemple, si une entreprise de la Silicon Valley décide d'utiliser DeepSeek, parce que, pour plein de raisons, les tokens sont moins chers, enfin, il y a plein de raisons. En ce moment, j'entends beaucoup ça. Mais en fait, elle le perçoit comme, en fait, des points gagnés par rapport à des entreprises américaines. Et en fait, elle voit aussi que, bah, du coup, elle va avoir des données qui vont transiter sur ses serveurs, qu'elle va avoir potentiellement, pour des raisons de sécurité nationale, accès à tout un tas de données qui l'intéressent, en fait. Je pense que ce qui intéresse les Chinois en tout cas, le gouvernement chinois dans, par exemple, l'IA générative open source, c'est le fait que c'est plus facilement adoptable. Et du coup, ça va créer de la dépendance. Enfin, en fait, clairement, il faut penser le système de sciences et technologies plus globalement dans l'idée que la Chine cherche à se départir de ses propres dépendances vis-à-vis du monde, tout en créant des dépendances chez les autres. Que ces dépendances soient technologiques, ou alors en termes de matières premières, de supply chain, de fournisseurs. Ça, c'est la logique première. Et l'IA générative open source peut tout à fait participer à ça. Et à mon sens, c'est ça la logique. Et pour moi, il y a pas du tout de contradiction dans l'idée d'une IA open source et l'idée voilà, d'un gouvernement plutôt autoritaire en Chine. Il disait un truc où tout à l'heure où alors il y avait un prisme culturel, mais comme si on considérait la Chine encore aujourd'hui, alors moins quand même comme un suiveur, notamment sur les sujets technologiques. Moi, je vois pas mal de Français, d'entrepreneurs qui partent en Chine, qui reviennent en disant waouh, on est allé dans le futur. Et en tout cas, on se rend compte que sur plein d'aspects, la Chine a largement rattrapé son retard, voire dépassé les États-Unis dans plein de domaines. Tu vois, à quoi t'attribues le fait que on a le sentiment, alors peut-être que toi qui connais bien le sujet, c'est moins le cas, mais qu'on se réveille comme si on découvrait d'un coup la situation technologique chinoise. Est-ce que, tu vois, c'est lié à, je sais pas, aux sanctions américaines, par exemple, sur les puces, où on pensait que ça allait les mettre en retard, et en fait, ça les a obligés d'une certaine façon à développer des capacités plus autonomes. Il y a la question du Great Firewall, où ça a permis d'une certaine façon de les protéger, d'opacifier. Enfin, tu vois, à quoi est-ce que c'est pas juste culturel, j'imagine, à quoi t'attribues ça, toi? Pour moi, je pense on a du mal, en fait, à se rendre tant qu'on n'est pas allé en Chine, on a du mal à se rendre compte, hein. Je pense que ça, c'est vrai. Aussi parce qu'il y a 136 Chines différentes. Si tu vas dans certaines régions du sud de la Chine, tu vas avoir une Chine beaucoup moins, comment dire, citadine, beaucoup plus lente, beaucoup plus dans quelque chose que, si tu veux, qui était visible dans les années 90. Tu vas à Shanghai aujourd'hui, c'est vrai que c'est futuriste, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, il y a un très grand contraste en Chine entre les différents endroits, entre les villes de ce que la Chine appelle les villes de premier tiers et les villes de troisième tiers, qui sont quand même des grosses villes pour nous, mais qui vont être moins développées, où on va avoir enfin, des vestiges un peu de l'ancien temps et des villes voilà comme Pékin ou Shanghai où vraiment on a une logique voilà de démonstration au monde que qu'on est développé. Donc il y a ce contraste-là, je pense, joue parce que aussi nous on n'a pas l'habitude de territoires de cette ampleur en fait. Du coup, de diversité comme ça aussi importante de développement d'un territoire à l'autre. Je pense aussi que comment dire, la façon dont on forme les scientifiques largement évolué dans les 15 dernières années en Chine. Et je pense que le décalage, il vient de là. Parce que c'est vrai que quand on allait en Chine au début des années 2000, c'était compliqué.
fait, dans les universités, c'était compliqué. C'était compliqué de trouver des personnes en fait qui étaient au niveau international, alors qu'aujourd'hui, les scientifiques chinois, ils ont rien à envier en fait aux scientifiques américains. On est sur le même genre de capacité de démonstration technique. Enfin, c'est la même chose, quoi. On est sur les mêmes niveaux. Et d'ailleurs, ça se voit. Les étudiants chinois, ils sont pris partout dans le monde, dans les plus grandes universités. Enfin, il n'y a aucun souci avec leur niveau. Et il y a 15 ans, c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que la Chine restait très fermée à cause du régime autoritaire qu'elle avait. Elle avait peur en fait quelque part d'engager avec le monde, donc du coup rester assez fermée. Aujourd'hui, finalement, elle a trouvé une façon de fonctionner en restant un régime autoritaire. C'est-à-dire que l'université, souvent, c'est là où c'est le plus compliqué pour les régimes autoritaires. En fait, la Chine, elle a trouvé une façon de fonctionner, une façon où ça marche, où elle arrive à la fois à envoyer des chercheurs à l'étranger, des jeunes étudiants à l'étranger pour qu'ils reviennent en Chine ensuite. Donc, elle les forme à l'extérieur et en même temps, sa formation à elle a énormément pris en qualité. Donc, du coup, en fait, elle est tout à fait capable de créer voilà, des scientifiques de très bonne qualité. Et je pense que ça, c'est quelque chose de majeur. C'est-à-dire que les gens qui ont rencontré des scientifiques chinois il y a 15 ans, ils se disent c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Parce que voilà, ils n'étaient pas très bien formés, et puis le discours était très empreint d'idéologie. Enfin, il y avait une difficulté. Aujourd'hui, clairement, on a des gens qui ont les codes aussi, les codes du système scientifique international, du code technologique aussi, et donc du coup, qui sont tout à fait capables d'interagir, de discuter et d'être au même niveau que les autres. Je pense que par exemple, on voit que depuis, je crois que c'est 2021, le moment charnière, mais la Chine produit plus de docteurs que les États-Unis. Donc, elle a plus de scientifiques qui sortent chaque année. Et donc, du coup, je pense que, en fait, cette accélération, elle est aussi due au fait qu'il y a plus de gens qui sont en capacité de générer ces technologies. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure de la question de la robotique, je crois. Donc, on parlait on parle de l'IA, tu vois, de DeepSeek, par exemple, enfin, toutes ces IA logicielles. Il y a un gros enjeu, on voit, de développement de tout ce qu'on peut appeler le physical AI, de robotique humanoïde. Et pour le coup, alors, il y a beaucoup de marketing, mais il y a aussi une réalité industrielle où la Chine est très en pointe sur ça, sur la robotique humanoïde. Aujourd'hui, la majorité des robots humanoïdes qui sont vendus dans le monde sont chinois et la Chine investit lourdement dans ce domaine-là. Est-ce que toi, tu as un peu quelques chiffres ou en tout cas, alors je sais pas si c'est un état des lieux un petit peu de où ils en sont sur ce sujet-là, où est-ce qu'ils vont? Et est-ce que c'est juste, enfin moi la question que ça me pose, c'est est-ce que c'est juste lié à des enjeux démographiques intérieurs, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a aussi une volonté, comme pour DeepSeek par exemple, de se dire bah, on va faire en sorte que ça se diffuse largement, comme ça va créer aussi des dépendances à nos technologies en fait. Oui, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Je pense que enfin, en tout cas, la façon dont c'est présenté dans les textes, la Chine, elle appelle ça Embodied AI, et les robots humanoïdes, c'est la première forme de cette IA incarnée. En fait, elle estime que c'est un des premiers terminaux par lequel l'IA va se diffuser dans l'économie chinoise. Donc, du coup, en fait, si tu veux, le développement de l'IA, il va vraiment main dans la main avec le développement des robots humanoïdes en particulier. Et en fait, le premier enjeu auquel on pense, c'est évidemment l'enjeu de remplacement en fait des travailleurs à cause de ce problème de natalité. En fait, la Chine vraiment va avoir un déficit en ressources humaines, tout simplement. Et donc, du coup, les robots humanoïdes, à terme, en fait, elle estime qu'ils vont pouvoir l'aider vraiment à combler ce vide-là. Ça, c'est certain. Après, je pense que sa logique, va plus loin que ça. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple plus concret de la société chinoise. La société chinoise, c'est une société vieillissante, malgré tout. Et en fait, étant donné qu'elle n'a pas d'enfants, elle va avoir un problème de quand les personnes, comment on s'occupe des personnes âgées à terme. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement sensible en Chine. Ça fait partie des sujets les plus sensibles. Et en fait, la plupart du temps, quand un État est confronté à ce genre de problématique, il y a deux solutions. Il y a la solution technologique, c'est par exemple ce que choisit le Japon.
Et donc, du coup, les robots humanoïdes dans justement l'aide à la personne vont être favorisés. En fait, on va décider que ça va être des robots qui vont s'occuper des personnes âgées. La Chine, en fait, vu qu'elle ne veut... Et la deuxième solution, c'est d'avoir recours à l'immigration. La Chine, pour l'instant, elle a une posture qui est très similaire à celle du Japon. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout envie d'ouvrir ses frontières. Alors, il s'agirait d'ouvrir, en plus, elle l'a dit, si elle ouvre ses frontières, ça sera à des pays avec une culture proche. Voilà. Et donc, du coup, c'est quelque part, et c'est très tendu, hein, vraiment très tendu, mais clairement, pour eux, le robot humanoïde bien développé, c'est une solution à ce problème qui va se présenter de façon très, très rapide. La deuxième chose, c'est sur, par exemple, les États-Unis et l'Union européenne, un des premiers exports qu'ils ont, c'est la catégorie, en anglais, on dit machinery. Donc, c'est toutes les machines qui ont, en général, qui sont très précises et qui ont une utilité sur une chaîne d'assemblage, par exemple. En fait, l'Union européenne et les États-Unis, c'est ça leurs premiers exports, hein, la plupart du temps. En fait, la Chine, elle veut utiliser à terme les robots humanoïdes pour ça, pour remplacer ces machines-là. Et du coup, pour remplacer ces machines-là dans ses propres chaînes, mais aussi pour remplacer ces machines-là dans toutes les autres chaînes du monde entier. Et donc, du coup, en fait, pour quelque part avoir un avantage d'exportation fondamental par rapport aux concurrents américains. Donc, quelque part, le robot humanoïde, pour elle, va supplanter, en fait, un des premiers exports américains à terme. C'est pour ça qu'il y a un aussi grand enjeu du robot humanoïde pour la Chine, au-delà du fait que vraiment pour elle, en tout cas dans le plan IA+, les robots humanoïdes, c'est vraiment le vecteur de diffusion de l'IA dans son économie. Et un dernier point sur cette partie spécifique sur la robotique humanoïde, est-ce que dans les documents que toi tu as pu lire ou des discussions que tu as pu avoir, est-ce qu'on est capable de distinguer, tu vois, ce qui relève du marketing? Moi, j'ai vu pas mal de vidéos sur Unitree et d'autres boîtes comme ça, versus, bah, en fait, la réalité. Enfin, je te dis ça parce que j'ai eu l'occasion de visiter un labo à Paris, à Jussieu, qui est spécialisé en robotique et qui est un des meilleurs labos français. Alors, c'est plus de la, ils font de la recherche appliquée, mais c'est pas mal de recherche fondamentale et qui nous disait, attention quand même, globalement, ce que vous voyez, ça reste beaucoup de marketing, il y a beaucoup de téléopérations et notamment sur tous les enjeux de dextérité et la main, on est quand même assez loin, enfin même très loin. Euh, alors modulo un gap qui serait fait et qu'on n'aurait pas prévu, mais en tout cas d'être capable de répliquer fondamentalement les capacités humaines. Et donc je voulais juste savoir si toi tu avais accès à des informations ou des choses qui te permettaient voilà, de séparer un peu ce qu'on voit en termes marketing et la réalité de ce qu'ils sont capables de faire ces robots. Alors moi, ce que j'ai cru comprendre, hein, après, je te dis, je travaille qu'en source ouverte, donc j'ai accès finalement au même Internet que toi, mais j'ai vu qu'ils étaient à peu près, enfin en tout cas en Chine, on estime qu'ils sont 2 fois moins efficaces qu'un humain. Donc on est quand même très très loin d'une efficacité humaine, hein. Là, c'est clair. En plus de ça, faut pas oublier que contrairement à l'IA enfin l'IA logicielle où en fait on peut s'organiser pour avoir des capacités de compute supérieures à ce qu'on a comme puce, en fait, avec diverses façons, bah en fait l'IA embarquée a pas cette capacité-là. Si la puce, elle peut pas calculer plus, elle peut pas calculer plus, hein, c'est tout. Donc du coup, pour tout ce qui va être IA embarqué sur des drones, IA embarqué en fait dans un robot humanoïde, et ben en fait la capacité de la puce est fondamentale. Et aujourd'hui, on sait que les puces chinoises, en fait, elles sont pas du tout les égales des puces américaines. Alors c'est sûr que enfin, la Chine, du coup, elle fonctionne avec cette contrainte et elle met énormément d'argent sur cette contrainte, à la fois dans le fait de développer des nouvelles puces, mais aussi au fait de développer en fait des IA capables de fonctionner avec des puces moins performantes. L'argent est donné aux deux, mais aujourd'hui, on voit quand même que enfin, on est très loin d'un remplacement humain, y compris sur, par exemple, je parle même pas dans le militaire, hein, mais sur une chaîne de production. On est très très loin d'une capacité humaine. Et d'ailleurs, eux, ils le disent eux-mêmes, hein. C'est assez, enfin, en tout cas, moi, dans les articles de journaux, le truc que je te dis sur 2 fois moins efficace, j'ai lu ça dans un article de journal chinois.
c'est assez évident que pour l'instant, en tout cas, ils sont pas au niveau. Pour autant, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais l'IA a progressé et la robotique même a progressé à une telle vitesse ces dernières années que ça m'étonnerait pas que dans quelques années, en fait, ils y arrivent. C'est difficile de savoir, ouais. Mais c'est sûr que ça a progressé, rapidement. T'en as parlé, enfin, je sais que ça, c'est une de tes un de tes terrains de jeu ou domaine d'expertise, la question de l'application de ces technologies au domaine militaire et la Chine donc a une doctrine, je sais pas si on peut appeler ça de fusion civile-militaire, où en fait on se dit que toutes les avancées technologiques civiles peuvent être transférées dans l'armée. Est-ce que tu aurais des exemples ou tu vois, de comment cette doctrine elle est appliquée dans le domaine de l'IA? Et une question complémentaire par rapport à ça, c'est on compare souvent les capacités technologiques chinoises à, par exemple, les capacités technologiques américaines et une question de masse, notamment militaire. Tu vois, là où les États-Unis, ils ont été beaucoup engagés dans des conflits, la Chine, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on est en capacité d'évaluer d'une certaine façon le niveau réel de l'IA militaire en Chine? Alors, ce qui est intéressant en Chine, c'est que vraiment, donc, comme tu l'as dit, il y a une politique de fusion civilo-militaire. Donc, cette politique, elle existe de 2007. Enfin, elle est officielle depuis 2007, mais elle a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années. Genre, c'est pas comparable. En 2007, en gros, quand on voyait une technologie intéressante, on essayait de la pousser vers le militaire. Aujourd'hui, il y a un pipeline direct. En gros, c'est net. Et si tu veux, il y a aussi, par exemple, je te parlais tout à l'heure de la planification de la science et de la technologie, la planification industrielle. Elles ont tout un pendant militaire. Donc, si tu veux, même le militaire est inclus dans la planification chinoise, économique, scientifique, civile. Donc, il y a vraiment une logique très, très forte de faire dialoguer ces deux mondes. En fait, moi, je dirais que, étant donné le fait que ces deux mondes sont perméables, une technologie comme l'IA, qui peut être appliquée à quasiment tout, en fait, tu peux regarder ce que la Chine fait dans le civil et tu peux avoir une idée, en fait, de ce que la Chine va faire dans le militaire. Et évidemment, en fait, la Chine, si elle essaye d'intégrer de l'IA à des robots humanoïdes dans le civil, on peut s'attendre à ce qu'elle fasse la même chose dans le militaire, avec d'autres objectifs, évidemment. Mais clairement, par exemple, typiquement, la Chine, c'est une armée enfin, il y a énormément d'hommes. C'est un des points importants de cette armée. C'est sûr que avec enfin, ce qu'on disait tout à l'heure sur la natalité, elle va vouloir avoir recours, en fait, à une robotisation partielle de ses forces, par exemple. Pour moi, c'est impossible d'avoir un regard, à part si on a accès à des documents particuliers, mais d'avoir un regard vraiment clair, net sur les capacités IA chinoises appliquées. Par contre, en fait, si on arrive à voir quand même ce qu'elle fait dans ces grandes entreprises en IA, ce qu'elle arrive à faire dans sa société de manière générale, on a une idée, avec différentes applications évidemment, de ce qu'elle va faire en fait dans le militaire, c'est sûr. Parce que justement, il y a une perméabilité très importante de ces deux mondes. Il faut savoir que, par exemple, le militaire chinois fait des appels à financement de projets sur des sujets particuliers. Donc, par exemple, on veut développer tel drone ou on veut développer telle application IA, voilà. Et en fait, c'est dernièrement quand même beaucoup des universités civiles qui les remportent. Donc, on a des grandes, grandes, grandes universités civiles chinoises, comme Tsinghua, par exemple, ou Fudan, qui remportent des appels d'offres militaires, qui font la recherche. Enfin, je veux dire, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Pendant très longtemps, on était sur un système qui, quelque part, ressemblait un petit peu à notre système à nous. Dans le sens où, en France, il y a des universités, enfin, c'est pas des universités, mais des grandes écoles qui sont très fortement liées au militaire. On va penser à Polytechnique, par exemple. En fait, Polytechnique, ils sont directement financés par le ministère de la Défense. Enfin, c'est particulier comme école. Et en fait, en Chine, on a 7 écoles. On les appelle, en chinois, on les appelle les 7 fils de la défense nationale, 7 universités qui sont financées par le ministère de l'Industrie. Et en fait, ces universités-là, il y a un pipeline direct vers le militaire. Donc, ils sont très clairement en lien. Il y a ces 7-là. Mais ce qu'on voit dernièrement, c'est qu'en fait, c'est tout le système universitaire chinois qui répond à des appels d'offres du militaire et qui font de la recherche directement pour le militaire. Et ce qui, en fait, peut poser un problème pour nous, par exemple, c'est que, bah, en fait, nous on coopère de façon assez étroite scientifiquement avec la Chine sur différents sujets.
et que en fait, du coup, le fait que ces appels d'offres soient faits dans des universités civiles, en fait, globalement, ça veut dire que potentiellement, il y a certaines de nos trouvailles ou de nos recherches, nos suggestions qui vont se retrouver dans des projets militaires chinois. Si on se place d'un point de vue occidental ou européen plutôt, qu'est-ce qui, selon toi, devrait nous interpeller dans la façon dont la Chine planifie le développement de la science, de la technologie, de l'IA, de la robotique? Je pense beaucoup, tu vois, à cette vision long terme de la planification modulo, ce que tu disais, les désavantages que ça peut avoir. Mais si on se dit l'Europe sur ces sujets technologiques essaye de développer son autonomie. Tu vois, de quoi on pourrait s'inspirer que fait bien la Chine pour justement tendre vers un peu plus de capacités autonomes en Europe, en IA, en robotique? Je pense qu'il faut qu'on soit plus agressif en défense. C'est-à-dire que je pense honnêtement que on n'est pas les premiers compétiteurs de la Chine. Je pense que c'est les États-Unis et je pense que les États-Unis, dans ce qu'ils font actuellement sous le président Trump, le fait de plus vraiment vouloir, comment dire, beaucoup financer la science, typiquement, elle perd petit à petit du terrain vis-à-vis de la Chine. Nous, je pense qu'on ne peut pas du tout se positionner comme compétiteur chinois, compétiteur de la Chine sur des sujets. Par contre, on reste le premier marché de consommateurs au monde devant la Chine. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut quelque part réussir notre négociation, c'est-à-dire vérifier tout ce qui rentre sur notre marché et pas juste accepter en fait qu'elle nous impose ses règles. Je pense que en fait, on a une capacité justement dans le fait qu'on soit le premier marché de consommateurs au monde, une capacité de veto, notamment sur les standards, qui est assez importante. Et je pense que la guerre des standards avec quand on a en face un régime autoritaire, c'est quand même un sujet important. C'est-à-dire, par exemple, avoir dans une logique, voilà, d'IA qui ne va pas être censurée, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut chercher à imposer à la Chine lorsqu'elle nous exporte en fait ces IA logiciels. Enfin, en fait, il y a des négociations à avoir et la Chine, en fait, elle fait ça. La Chine, elle protège complètement son marché, à tel point qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile pour une entreprise européenne ou américaine de réussir en fait, sur le marché chinois. C'est ce que tu l'as évoqué à un moment donné. En fait, la Chine, quand il y a eu Internet, elle a complètement protégé son marché en disant, en fait, moi, je veux censurer complètement les contenus, ou en tout cas, je veux que ça suive mes règles. Et donc, du coup, je laisse pas rentrer Twitter, je laisse pas rentrer Facebook, je laisse pas rentrer Google. Et donc, du coup, la Chine, en fait, elle a créé, même s'il y avait les concurrents américains, ces concurrents américains ont jamais eu accès au marché chinois. Elle a décidé de qui rentrait et qui rentrait pas. Et en fait, nous, je trouve que on se positionne, on est un peu attentiste des fois. Alors que, en fait, la Chine, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer de nous vendre ses produits. Et nous, on peut tout à fait dire que ça, on veut, ça, on veut pas, ça nous convient pas. En fait, on a cette capacité-là et en fait, on a tendance à se sous-estimer. En fait, aujourd'hui, d'un point de vue de consommateur, on est vraiment le premier marché au monde. Et en fait, du coup, même elle peut pas, comment dire, elle peut pas nous disputer cette place parce qu'elle achète très peu à l'extérieur. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut jouer de nos forces et faire ce qu'elle fait et être beaucoup plus agressif sur le défensif. Une dernière question pour terminer cet échange. Je crois que tu disais tout à l'heure, mais il y a eu ce plan en 2017 qui fixait, alors comme beaucoup, enfin comme d'autres pays, mais comme objectif pour la Chine d'être le leader mondial de l'IA en 2030, si je dis pas de bêtises. On est en 2026, donc c'est bientôt. Est-ce que on y est ou presque? Et qu'est-ce qui pourrait empêcher, enfin, vu tout ce que tu décris, que ça se réalise pas finalement? Et si ça arrivait, où la Chine devient vraiment le leader mondial de l'IA, alors modulo ce que ça voudrait dire, est-ce que elle vend tous ses produits partout? Enfin, il y a être les plus forts technologiquement et puis après il y a être les plus utilisés en termes d'usage et autres, mais en même temps, c'est ce que tu décrivais, ils sont vraiment positionnés là-dessus chez eux et ça serait difficile de pas imaginer qu'ils se positionnent sur la même chose ailleurs. Toi, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact pour
nos entreprises, notre souveraineté technologique, éventuellement nos démocraties, parce que bon, il y a quand même un petit sujet aussi là-dessus. Je pense que l'impact le plus fort pour moi, c'est sur nos démocraties, notre système de valeurs. Je pense aussi qu'il y a un risque, enfin, t'es pas sans savoir que la Chine, elle est en train de resserrer sa supply chain, hein. Elle veut vraiment pouvoir mettre des vétos dans les négociations avec les autres. Et une façon qu'elle a très efficace de le faire, c'est d'avoir la main sur la quasi-totalité de la chaîne de production de certains métaux critiques. Voilà. C'est ça qu'elle fait. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sans ces métaux critiques-là, il y a quasiment toute l'industrie européenne qui est à l'arrêt. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est l'outil principal qu'elle va utiliser. Mais je pense que des outils qui sont très imbriqués justement dans la vie quotidienne, comme une intelligence artificielle, le fait qu'elle soit développée selon les règles, en fait, et le modèle d'un régime autoritaire, je pense que c'est assez problématique euh, chez nous. Et donc, du coup, c'est là que je pense que telle qu'elle, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça se voit, enfin, il y a assez peu d'adoption de DeepSeek par le grand public, hein, en France, par exemple. Je pense qu'il y a une limite un petit peu naturelle, mais j'aurais peur qu'avec le temps, en fait, on devienne acceptant de ça. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet euh, de valeur, d'ouverture, de démocratie autour de ces intelligences artificielles-là qui leur donnent qui leur soufflent des suggestions, des réponses, une vision du monde, hein, qui aujourd'hui n'est pas la nôtre. Et je pense qu'il faut, même si c'est très compliqué, défendre ces valeurs parce que c'est quelque chose qu'on estime et qu'on souhaite garder. Et la Chine, en tout cas dans ce qu'elle dit, cherche avant tout à être acceptée avec son modèle de gouvernance. Donc, c'est-à-dire, en tant que régime autoritaire, elle veut pas que les autres États cherchent à changer son régime. Et elle dit, moi, je m'en fiche du régime que vous avez à partir du moment où vous ne cherchez pas à changer le mien. Mais je suis pas si certaine que, au fond du fond, ça s'arrête là. C'est-à-dire que je pense que la Chine fonctionne mieux quand c'est d'autres régimes autoritaires. C'est tout simple, hein. En général, les démocraties fonctionnent mieux avec d'autres démocraties et les régimes autoritaires s'entendent mieux entre eux. Donc, du coup, ça m'étonnerait que la Chine n'ait pas envie, souhaite ou à terme cherche en fait à favoriser des régimes qui lui seraient, par exemple, plus favorables dans les pays occidentaux et particulièrement en Europe. Et je pense que utiliser l'IA justement comme agent de ce souhait, si ce souhait venait à émerger, ça serait assez facile. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, au fond, même si pour l'instant, c'est pas un sujet, mais la diffusion d'IA chinoise à grande échelle dans nos sociétés, ça pose quand même cette question. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.